Salut à tous, je reviens aujourd'hui avec une vidéo un petit peu différente de d'habitude au niveau de la thématique. Ça fait un petit moment que j'y pense. Alors je ne sais pas si ça va vous plaire ou pas, vous me le direz. J'avais envie de parler de livres. Tiens, oh c'est fort étonnant Laurent, tu veux parler de livres? Non mais je veux dire parler de livres, mais de beaux livres en fait. C'est vrai que je vous montre toujours des romans et tout, bon vous connaissez. Hein. Et j'ai dit, bah tiens, j'ai d'autres styles de livres et que j'allais vous montrer, donc j'ai essayé de séparer ça en différentes thématiques, on va dire. J'en ai pas non plus une cargaison des beaux livres, mais j'en ai quelques-uns. Bah je vous montre ça. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer ce qu'on appelle des artbooks. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent. C'est un livre où on va recueillir toutes les illustrations d'un auteur ou d'un collectif d'auteurs. Et moi j'en ai quelques-uns, pas vraiment dans tout ce qui va être BD, comics. Moi ce sera plus au niveau du manga. La thématique va être assez centrée sur un collectif d'auteurs que je kiffe personnellement. D'ailleurs j'en ai pas beaucoup des artbooks. C'est les Clamp. Et j'ai quelques livres là-dessus, donc vidéo juste 2 petites secondes, je suis en train de la monter. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai pas vraiment précisé qui étaient les Clamp. Pour moi, ça me semble un peu évident, mais peut-être pas pour tout le monde. Donc en fait, c'est un collectif d'auteurs féminins. À la base, elles étaient une dizaine. Aujourd'hui, elles sont 4. Elles écrivaient aussi à la base plus du shoujo, donc ça va être genre romance. Et depuis début 2000, elles se sont un peu diversifiées. Donc elles peuvent écrire du shonen ou du seinen. Donc le shonen, ça va être plus pour des jeunes adolescents. Et le seinen, ça va être plus pour des jeunes adultes. Grosso modo, hein, je ne veux pas rentrer dans les détails. Et c'est un collectif d'auteurs qui est assez connu et très réputé au Japon et chez nous aussi du coup, et qui ont écrit quand même des œuvres assez marquantes. Je pense notamment à Cardcaptor Sakura, donc Sakura chasseuse de cartes, qui passait sur M6 il y a 20 ans peut-être, 15 ans, je sais pas, je dis peut-être des bêtises, je vous mettrai sinon en bas. Et qui relatait l'histoire, donc là on va être sur le style du Magical Girl, vous savez, avec une fille qui a des pouvoirs magiques. Donc ici on est avec Sakura qui ouvre dans la bibliothèque de son père un livre et elle laisse échapper plein de cartes. Donc c'est inspiré de la cartomancie avec les cartes, vous savez, comme le tarot de Marseille et tout ça, sauf qu'ici chaque carte représente soit un élément, donc terre, eau, feu, vent, soit une prouesse technique genre le saut, ou ça peut être le vol. Enfin, ça peut être énormément de choses, et du coup sa mission à elle c'est de les retrouver parce que sinon ça va semer le chaos dans Tokyo. Comme autre œuvre qu'ils ont pu écrire et que vous verrez notamment dans la vidéo, il y a Tsubasa Reservoir Chronicle, donc cette œuvre là est sortie je ne sais plus quand, pareil je vous mettrai en bas, où elle reprend les personnages justement de Cardcaptor Sakura, mais elle en fait autre chose. Ils vont juste garder leur prénom, donc on a Sakura et son ami Shaolan. Dans la version française il s'appelle Lionel. Et Sakura est une princesse dans ce manga-là. Et je ne sais plus comment, par un concours de circonstances, elle perd la mémoire. Et sa mémoire va se disperser sous la forme de plumes à travers toutes les dimensions. Et du coup, Shaolan, qui est amoureux d'elle, s'engage à traverser les dimensions pour retrouver la mémoire de Sakura. Et c'est un prétexte, si on peut dire, à travers leur voyage dans toutes les dimensions, ils vont rencontrer en fait tous les univers de Clamp qu'ils ont pu créer au fur et à mesure de leur carrière. En autre manga qui peut être très connu, vous avez Crossolik, qui est relié directement à Tsubasa Reservoir Chronicle, parce que fait unique, alors moi j'avais jamais vu ça avant dans les mangas, il y a un crossover entre les deux. Donc il y a certains moments où les personnages de Tsubasa vont entrer en connexion ou en communication avec ceux de Crossolik et inversement. Mais on peut lire les deux œuvres indépendamment. Là où Tsubasa Reservoir Chronicle va reprendre des personnages qui ont déjà existé dans d'autres œuvres de Clamp, dans Crossolik, ce n'est que des personnages inédits avec une histoire inédite, où on suit Yuko, qui est une sorcière. Dans Tsubasa, on l'appelle la sorcière des dimensions, qui a une connexion assez grande avec le monde spirituel, le monde onirique. Donc ça va être une excuse pour nous parler beaucoup du folklore et des légendes japonaises. Et également vous avez Watanuki, qui est un médium qui n'arrive absolument pas à contrôler ses dons et qui voit les fantômes et qui voit ça comme un fardeau. Donc il demande à Yuko de l'aider parce que Yuko tient une maison qu'on appelle une maison de vœux ou de souhaits, je ne sais plus exactement. Et on peut faire un souhait et demander quelque chose à Yuko. Elle peut répondre à votre requête, mais il faut lui rendre l'équivalent sous une autre forme. C'est-à-dire, par exemple, Watanuki lui demande à ce qu'elle l'aide à se débarrasser de ses visions et de ses fantômes. Elle accepte, en échange il doit devenir un petit peu son majordome. Entre guillemets, hein. J'abrège juste pour vous montrer un peu qui sont Clamp en fait. Et une autre œuvre majeure c'est Clamp, c'est X.
Donc X, c'est une histoire qui va reprendre un peu l'Apocalypse selon Saint Jean, où on va suivre deux camps qui vont s'opposer. On est en pleine apocalypse, il y a des tremblements de terre sur Tokyo, c'est un manga assez violent, qui n'a d'ailleurs pas connu de fin, parce que la fin n'était pas forcément optimiste, et à l'heure actuelle c'est toujours en pause. Le studio n'a pas voulu changer, donc le studio Camp n'a pas voulu changer cette fin, mais à cette époque-là, au Japon, c'était un petit peu compliqué, ils avaient aussi vécu des phénomènes assez... donc il y avait un tremblement de terre sur le continent japonais, du coup ils ont préféré stopper le manga pour ne pas choquer le public, et normalement ce sera toujours en cours de peut-être un jour, mais c'est arrêté depuis au moins 2002 je crois, parce qu'il a commencé en 92 je crois le manga, donc ça fait au moins 20 ans que c'est stoppé. Peut-être un jour aurons-nous la fin, parce qu'ils connaissent la fin déjà, donc on l'aura peut-être un jour. Et donc, comme je vous disais, ici on va affronter les dragons de la terre et les dragons du ciel. Donc une œuvre aussi marquante que j'ai lue il y a très longtemps. Donc je ne vais pas en parler plus longtemps, c'était juste pour vous mettre un peu dans les conditions, quand je vais vous montrer les artbooks, que vous ne soyez pas perdus. Mais les Clamp comptent beaucoup plus d'œuvres, mais c'est les plus connus en France. Et après, si vous voulez un peu plus de détails, je vous laisserai mener vos recherches. Sur Wikipédia, il y a ce qu'il faut. Bonne vidéo. Et j'ai quelques livres là-dessus, donc je me suis dit que j'allais vous les montrer. Il y en a des très connus, à partir du moment où on connaît Clamp, on connaît forcément ces artbooks-là. Mais il y en a d'autres que j'ai trouvés, qui je ne sais pas s'ils ont été à l'époque distribués en France. Je les avais achetés sur Paris dans une boutique spécialisée plus ou moins tout ce qui était culture japonaise autour du manga et compagnie. Donc c'était, vous savez, les pluches, tout ce qui était produits dérivés en fait. Donc je vous montre ça. Il y a celui-ci, alors celui-ci je crois qu'il est sorti quand même en France et qu'on l'a quand même vu pas mal passer. C'est Clamp South Side, alors je peux pas vous dire l'éditeur parce que c'est écrit en japonais. Et ça reprend les illustrations des séries qu'elles ont sorties entre 89 et 2002. Et il y en a un même qui est bleu et qui s'appelle North Side. Donc comme on le voit ici, bon je pourrais pas vous dire de quoi parle la pub. Je pense que c'était pour, je ne sais pas. Ici je crois que c'est Détective Clamp, il me semble, que si je vous dis pas de bêtises. Je ne suis pas un expert, puis je vous dis, j'ai aucune... je peux vraiment pas vous dire ce qui est écrit, je ne parle pas japonais. Donc ça se présente comme ça, vous avez, voilà, que des illustrations qui vont être présentes tout le roman, donc quand on est fan, je trouve ça pas mal. C'est plutôt intéressant. Vous avez donc toutes les séries qui ont pu sortir, alors je les reconnais pas tous parce que moi de Clamp j'ai pas tout lu, et de tête j'ai pas recherché. Il y a les titres, mais encore une fois c'est en japonais. Là vous avez Deucalion. Et je trouve ça formidable. Moi j'aime beaucoup. Et c'est vraiment que ça. Hein. Si je vous montre, je vais essayer de vous montrer comme ça. C'est que des illustrations tout le long. Donc vous avez, celui-là c'est Clamp Detective je crois, si je ne vous dis pas de bêtises. Clamp School. Ah il y avait même un... Et vous avez même un prospectus pour commander le calendrier de la saga X. Je trouve ça rigolo. Je vais le garder, c'est plutôt sympathique. Là c'est Miruki, je crois, Miruki in Wonderland, c'était inspiré d'Alice au Pays des Merveilles. Ils avaient sorti une petite histoire autour d'elle. Il y avait aussi un livre qui était sorti avec un DVD sur un immense clip où on rendait hommage au Clamp et il y avait vraiment tous les personnages. Je vais aller vous le chercher après. Là vous avez, je crois que c'est Lawful Drugs. Je suis désolé, hein, j'ai pas regardé avant, j'aurais peut-être dû regarder un petit peu plus. Et là, ils expliquent un petit peu comment ils s'occupent pour dessiner. Vous avez un petit peu une espèce de mode d'emploi. Et à la fin, vous avez ce qui vont reprendre tout ce qui est en page, en fait. Chaque page, ça correspond à quel animé, à quelle année ça a été dessiné. Je vais aller vous chercher l'autre, je vais vous chercher. Ça, c'était sorti, alors c'était une édition spéciale, c'était sorti chez Kazé. Alors, je ne sais plus... que ça fait des années que je l'ai. C'était voilà, c'était une édition limitée tirée à 3000 exemplaires. Je sais pas si j'ai l'année là-dessus. 2007, donc ça date un petit peu. Donc ça nous dit... Alors nous sommes toutes très heureuses d'avoir l'opportunité de vous présenter ces deux clips Clamp in Wonderland. De nombreux personnages tirés de nos œuvres y font leur apparition, alors espérons que cette precious édition porte bien son nom et que vous apprécierez pleinement ces clips. Donc du coup à l'intérieur vous avez tout le storyboard du clip en question, donc quelqu'un qui aime le dessin ou qui s'intéresse beaucoup à l'animation, ça peut être très intéressant. Bon ça n'a pas été traduit. Après vous allez avoir toutes les séquences, donc vous avez le storyboard. Là par contre c'est traduit. Donc il y a les deux clips bien évidemment, mais je trouve ce genre d'ouvrage assez sympathique pour savoir comment marche plus ou moins un manga. Vous aviez également une interview du collectif d'auteurs Clamp, et à la fin vous aviez le fameux DVD.
D'ailleurs, il faudrait que je le regarde, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas regardé, je ne sais pas combien de temps ça dure. Et du coup, vous avez toute la pochette là avec tous les personnages emblématiques du studio. Même l'intérieur est assez joli parce qu'ils ont repris tous les animés, vous voyez, et ils ont fait une petite mosaïque, c'est vraiment sympathique. Et il y a même une bibliographie de tous les personnages de Clamp. Alors ça, c'est super intéressant parce que du coup, ça peut m'aider pour le truc d'avant. Donc voilà, c'est quelque chose aujourd'hui qui est plus trouvable, je pense. Donc je suis bien content d'avoir ce petit ouvrage. En plus, c'est un petit hardback. Donc, dans la même thématique, nous avions celui-ci qui va être plutôt exclusivement réservé au titre Tsubasa Reservoir Chronicle. C'est un des derniers titres qu'ils avaient sorti. Bon, à l'époque, parce que j'ai acheté ça vers 2008-2007. Donc il se présente comme ceci, c'est aussi un hardback. J'ai gardé bien évidemment le bandeau avec la publicité japonaise. Et pareil, ça va être un regroupement d'illustrations. Alors déjà à l'intérieur, j'aime beaucoup. On est un petit peu abîmé parce qu'il date un peu. Avec les fameux Mokona, donc ciel blanc. Ah non, ils n'ont pas mis de noir. Et pareil, vous aviez les dessins qui je les trouve absolument, moi perso, je les trouve absolument sublimes avec Shaolan. Je trouve que je vais essayer de vous chercher des illustrations sublimes. Bon, il y a ma best. Alors elle, je vous en parlerai un jour, c'est ma best de best. C'est Yuko de Crossolik. Voilà, Yuko c'est la base. La base. C'est un des personnages de manga que je préfère. Et il y a vraiment, ça fait vraiment des jolies illustrations. Donc vous en avez sur tout ça, vous avez même des espèces de posters, je crois. Des illustrations panoramiques. Donc hop, ça donne ça. Vous en avez un là. Et un là. Et du coup vous avez aussi de l'autre côté, donc vous avez un revers. Je trouve ça, les avoir en grand, parce que souvent c'est vrai qu'en manga vous allez les avoir en noir et blanc. Regardez celle-ci, elle est sublime aussi. Bon, faut savoir que Tsubasa Reservoir Chronicle était une série, mais également ils avaient à côté fait un crossover avec une autre série qui elle était totalement inédite, qui s'appelait Crossolik. Et du coup, les personnages se rencontraient entre les deux séries. Mais on pouvait les lire bien évidemment indépendamment. Je trouve ça... et ceux qui sont fans de dessin, encore plus quand vous êtes fan de la série, je trouve que les dessins sont absolument magnifiques. Bon, je pourrais vous montrer toutes les pages, c'est pas le but, on n'est pas là pour ça. Mais je n'ai plus les prix, donc je pourrais même pas vous dire le prix que cela coûte. Mais c'est des ouvrages qu'il faut garder, et je pense que les vrais fans de Clamp peuvent me comprendre. Et je pense que c'est des livres qui ont peut-être pris un peu de valeur. Alors moi, de savoir que tout le monde ne l'a pas, je suis super content. Et le dernier, que pareil, j'avais trouvé aussi dans cette boutique-là, qui date un petit peu, qui est dans un fourreau. Alors le fourreau est un petit peu abîmé, et en fait, vous pouvez le tirer comme ceci. Hop. Et vous aviez quelques affiches qui étaient offertes, donc notamment deux, donc Shaolan et Sakura, Kurogane, et ici également. Donc ils sont en plastifié. Alors cette couverture est absolument sublime. Voici la couverture justement de l'ouvrage. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et ça va être après reprendre le même principe. Dans le manga, comme je vous dis, ça se fait assez couramment. Mais là, je crois qu'il y a aussi... je ne sais pas si c'est exactement le même que l'autre, parce qu'on retrouve des similitudes au niveau des graphismes. Alors moi, il y a mes chouchous, avec Watanuki, Yuko et... je ne sais plus son nom. J'ai des trous dans la tête. Voilà. Donc je ne vais pas vous refaire encore une fois tout le speech, vous avez compris, je pense, le principe. Mais je trouve que c'est des ouvrages qu'il faut garder, puis feuilleter de temps en temps. Quand on redécouvre une des séries manga, qu'on la relit, on peut découvrir ça. Et du coup, voilà, quand on remet l'affiche, ça donne ça, c'est plutôt sympathique. Dans un autre registre, alors ici, j'en ai quelques-uns aussi, mais je vous en ai montré un que je n'ai pas lu. C'est vrai qu'un beau livre, on a tendance plus à le feuilleter, ça va être un peu à mi-chemin avec une encyclopédie. Alors je ne saurais plus vous dire où j'avais entendu parler de ce titre, mais il m'avait donné fort envie et j'ai réussi à le trouver sur Vinted pour pas très cher et en très bon état. Comme vous le savez, j'aime beaucoup l'histoire, notamment tout ce qui va être les dynasties des rois en France et tout, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'avais trouvé ce titre-là du coup sur Vinted, qui reprenait un peu toutes les dynasties des rois de France de 480 jusqu'en 1848, donc ça regroupe les Mérovingiens, les Carolingiens, les Capétiens, les Valois et les Bourbons.
C'est aux éditions Atlas. Alors déjà, je trouve que la couverture est très classe. Et à l'intérieur, ouais, c'est un livre qu'on peut lire aussi, hein, mais je trouve que quand on s'intéresse à un roman en particulier qui va reprendre une période, on peut du coup se référer à ce genre d'ouvrage qui va synthétiser un peu les infos. On va pas être... si vous êtes un peu novice et que vous n'êtes pas un spécialiste de telle période historique, vous ne serez pas noyé sous une tonne d'informations. Donc il y avait deux autres titres qui étaient parus dans cette collection. Il y avait les rois de la Renaissance française et les reines et favorites à la cour de France. Donc vous avez, hop, des petites illustrations de tableaux. Voilà, donc vous avez les mérovingiens avec aux origines de la monarchie française. Voilà. Et bien évidemment, voilà, et c'est assez résumé, donc je trouve que ça peut être sympathique. Par exemple, vous avez ici l'éradication du protestantisme, qui va être sur une double page, et quand vous tournez la page, vous tombez sur le gouvernement et les administrations. Donc après voilà, hein, si vous aimez l'histoire, bien évidemment, je pense que ça parlera pas forcément à tout le monde. Il y en a qui ne sont pas plus enjoués que ça là-dessus. Et du coup, il vous explique les avancées qu'il y a pu avoir selon les dynasties, puis l'évolution aussi, que ce soit au niveau politique et compagnie, même des monuments en France. Moi perso, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Avec des... Ouais, vous allez regardez, hop, vous avez des sublimes tableaux également. Ça permet aussi de découvrir un peu des artistes. Et à la fin, vous avez toutes les généalogies. Donc moi, je trouve que quand vous voulez lire un livre historique et que vous voulez un peu... vous mettre dans le bain avant de vous lancer pour ne pas rater une info, je trouve ça plutôt pas mal. Dans une autre thématique, alors ici on va parler d'un auteur qui n'est plus à présenter, qu'on connaît tous, hein. Quand je vais vous dire qui c'est, vous deviendrez. Alors, ouais, il y en a un, c'est sûr, c'est un beau livre, l'autre, ouais, on peut le considérer comme un beau livre aussi, ils étaient sortis plus ou moins à la même période, je pense que vous les connaissez peut-être. C'est Stephen King, donc ici vous avez d'après une histoire de Stephen King, donc l'anthologie de Stephen King à l'écran. Ici c'était sorti chez Hachette Heroes, donc on reprenait à peu près tous les titres de Stephen King qui avaient été adaptés, donc je trouvais que la mise en page était sympathique, il y avait un côté un peu pulp, vous savez, un peu pop, culture, enfin c'était... Par exemple voilà, vous avez Cimetière, ça se présente comme ceci, voilà, ils vous mettent l'année, ils vous mettent les dates de publication, donc ils vous résument le livre, ils vous expliquent ensuite les origines un peu de cette idée qu'il y a eu King, d'où elle vient. Et derrière, comme le deuxième est sorti en film, il vous parle également des films derrière. Du coup, dans les films, il y a Cimetière 2, forcément, qui n'a jamais... qui est une suite du roman, qui est pas terrible. D'ailleurs, je l'avais vu, je m'en souviens plus trop. J'avais pas eu un cœur monumental. Et en dessous, vous avez plus ou moins les thématiques, où ça se déroule, l'action, les thématiques qui vont être plus ou moins abordées. Par exemple, je vais prendre un exemple, attendez, je vais regarder, à essayer de prendre un exemple d'un titre que la majorité des gens ont lu, je veux pas non plus vous spoiler et me spoiler non plus. Nous allons partir sur un classique, Shining, je pense que tout le monde connaît Shining, donc ils appellent ça des Stephen Kingismes. Donc on parle d'un enfant au pouvoir surnaturel, l'humanisation d'une chose inanimée par la possession maléfique et un triple combo à héros écrivain alcoolique et violent envers son fils. Donc on nous représente, comme je vous dis, le roman, ensuite on nous parle du film. D'ailleurs la question qui est posée, on voit le petit Danny là, la question qui est posée est: une très mauvaise adaptation peut-elle donner lieu à l'un des meilleurs films de l'histoire du cinéma? Posez cette question à n'importe quel cinéphile, la réponse sera probablement oui, avec pour unique exemple Shining de Stanley Kubrick. Il vous explique le taux de fidélité en dessous, c'est pas mal je trouve. En vous expliquant les différences entre le livre et le film, c'est vrai que Shining, le livre n'a rien à voir avec le film. Et ils abordent ensuite l'adaptation, je crois que c'était en série télé, oui, pour ABC, où là justement King était aux commandes et a réussi à avoir une approche plus concrète de son livre. Donc vous voyez, vous avez un taux de fidélité de 95%. Et je trouvais que ce livre était pas mal. Et vous avez même ce genre de truc, j'adore. Donc un livre sympathique qui n'était pas très cher d'ailleurs, hein. Il m'avait coûté 20 €, donc je trouvais que voilà, en plus il est fluffy et j'aime beaucoup l'illustration ici. Donc on peut apprendre beaucoup de choses. Ouais, donc ça aborde les films inspirés par King, comme Les Enfants du Maïs. On y parle de La Tour Sombre. On nous parle des 5 saisons de la série Haven. Et les 19 heures du soap-opéra indien vaguement inspiré de ça. Donc ça, j'en avais déjà entendu vaguement parler. Donc pour quelqu'un qui est fan de King, c'est vraiment pas mal. Je l'ai jamais lu encore, parce que j'ai pas lu tout King, donc je vais pas me spoiler. Mais quand je l'ai vu en rayon, je l'ai pris aussitôt parce que j'aime beaucoup. Et du coup, en restant dans la même thématique, je m'étais aussi procuré celui-ci qui était sorti chez Brajlon.
Donc c'était les adaptations de King à l'écran. Une rétrospective des adaptations au cinéma et à la télévision du maître de l'horreur. Alors il y a une petite histoire pour moi avec ce livre-là. C'est que je le trouvais pas en magasin, donc j'étais passé par le web pour le commander. Et en fait, je l'ai commandé 3 fois. Là, ça arrivait à chaque fois, mais explosé, un truc de dingue. Donc j'ai fini par le commander en boutique, mais qu'ils le reçoivent en boutique. Et j'étais allé le chercher, parce qu'en rayon, je le trouvais pas par chez moi. Donc pareil, beaucoup d'illustrations, hein, on retrouve notre petit Pennywise ici. Et c'était sorti à l'occasion, je crois, de 2 à 2. Et pareil, une page va correspondre à un film. Ah, ça dépend lesquels. Il y a certains films qui ont dû moins marquer et qui n'ont qu'une page. Et il y en a d'autres comme, vous voyez, Misery. À qui on consacre beaucoup plus de pages. D'ailleurs, c'est cool parce qu'il y a vraiment des photos de films et je trouve ça vraiment sympatoche. Mais il avait beaucoup tourné hein, à l'époque. Hein, quand il était sorti ce livre-là sur Insta, moi je le voyais quand même pas mal. Donc il y a bien évidemment aussi l'adaptation des nouvelles. Et après ça reprend plus ou moins la même thématique que l'autre, sauf que là on n'aura pas le parallèle avec les romans et on va se concentrer exclusivement sur tout ce qui est œuvre cinématographique inspirée du King. En parlant cinéma, on va dévier un tout petit peu et on va partir sur les séries télé. Alors, même si aujourd'hui j'en regarde beaucoup moins qu'avant, j'ai eu une période adolescent, jeune adulte où je regardais quand même beaucoup de séries télé et beaucoup la télé, je la regarde presque plus maintenant. Et de cette période, il me reste 2 séries chères à mon cœur. Donc je vais vous montrer dans l'ordre chronologique. La première que j'ai découverte quand j'étais encore jeune ado, on va dire, j'avais 10-12 ans je crois. Ouais c'est ça, 10-12 ans quand elle est parue en France. Et qui m'a poursuivi pendant à peu près plus ou moins une dizaine d'années, même si à la fin je la regardais moins, mais depuis j'ai rectifié le tir et j'ai regardé la saison intégrale. Je vous parle bien évidemment de X-Files. Donc ici dans un ouvrage qui est paru chez Huguin et Mounine. Alors cette maison d'édition, elle a notamment fait beaucoup paraître de livres autour d'Harry Potter ou du Seigneur des Anneaux, elle est un peu spécialisée là-dedans. Elle a également fait, je crois aussi, certains jeux vidéo. Mais moi, quand j'avais vu ce titre, pareil, récemment, il y a une dizaine d'années, j'étais un petit peu choqué parce que à l'époque, il y a 10 ans, X-Files n'avait plus le vent en poupe comme maintenant, quoi. Ça devenait une série culte et il n'y avait plus vraiment de produits dérivés dessus. Donc quand je l'ai vu, voilà, encore du hardback, j'ai craqué tout de suite. Bon, la couverture intérieure est assez basique. Vous avez, hop, ce genre-là. Comme Mulder dans l'épisode Tunguska. Et ici vous avez la liste, vous savez des... Je sais pas si pour ceux qui connaissent X-Files, vous saviez à la fin du générique, vous aviez toujours la vérité est ailleurs, ou alors ne faites confiance à personne. Et c'était marqué Trust No One en anglais. Et du coup toutes les phrases qui vont être changées au fur et à mesure de la série apparaissent ici. Donc on revient forcément sur la totalité de la mythologie, avec toutes les saisons, tout ça. Regardez comme ils sont classe. Oh, ça me rappelle des souvenirs. J'ai acheté des magazines quand j'étais ado. Et je ne sais plus comment était organisé le livre, je vais vous dire ça. Donc vous avez énormément de photos, comme ici, avec nos 2 célèbres agents. Vous avez plusieurs photos avant qu'on aborde la thématique. Donc vous avez d'abord une préface, ensuite vous avez la première partie qui va concerner, je pense, la naissance de la série. Ensuite vous allez avoir tout ce qui est, toutes les 9 saisons plus les 2 films. Et je trouvais ça, mais c'est ça en fait, je trouve que c'est vraiment le beau livre par excellence. Vous avez carrément des doubles pages sur les acteurs et ensuite on va vous expliquer tout. Moi je me souviens qu'à l'époque quand je l'ai lu, parce que ce livre-là je l'ai lu entièrement, il m'intéressait beaucoup. J'ai appris des choses que je ne connaissais pas sur la série. Et je trouve que c'est un ouvrage qui est absolument sublime. Petite particularité également dans ce livre. Donc on nous explique qu'on va nous faire découvrir l'envers du décor et décrypter tous les mystères avec des photos de tournage. Mais il y avait également à l'avant et à l'arrière du livre des petites enveloppes comme ceci. Vous voyez, là il y a une petite enveloppe. Je suis désolé, hein, je vous montre pas bien, mais le livre il est hyper lourd. Et la même chose ici, avec une autre enveloppe. Et c'est des enveloppes qui contiennent des petits trucs en plus. Alors attendez, je vais essayer d'ouvrir pour vous montrer. Donc dans une des enveloppes, vous aviez un poster. Parce que moi du coup je les accroche pas, je les garde. Hein. Un poster comme ceci. Mais il y a d'autres choses. Hein. Vous aviez également ce fameux, alors celui-là le poster c'est un peu le plus emblématique de la série. Hein. C'est celui qui est dans le bureau de Mulder. Et celui-ci, je redécouvre avec vous parce que je peux vous dire que ça fait un moment que j'ai pas sorti ce livre-là. Ah, c'est les affiches des 2 films. Donc ici, vous avez les petits posters. Et dans l'autre enveloppe, c'est des fiches de scénario.
Bon, écoutez, je découvre comme vous, je me souviens même plus qu'il y avait ça. Donc c'est marqué que les scénaristes d'X-Files décortiquent une histoire à l'aide de fiches sur un tableau. L'équipe décompose le concept du scénariste en scènes individuelles avant de créer les temps forts, à savoir les points importants de l'histoire pour remplir l'épisode. Voici les reproductions des cartes de Chris Carter pour son épisode de la saison 2, L'Hôte. Ces fiches sont un outil dont il se sert encore aujourd'hui. Donc c'est en anglais et vous aviez un petit peu la... Il nous décortiquait le scénario sous forme de points forts en fait, et pour établir leur truc, hein, comme je viens de vous dire. Et nous avons ça 4 fois. Je me souvenais plus qu'il y avait ça. Donc c'est gadget, hein, bien évidemment, mais quand on est fan d'une série, je trouve ça... c'est toujours un petit plus, c'est sympathique. Et ils nous ont également mis ceci. C'est une reproduction d'un journal que sort, vous savez, les Lone Gunmen, c'est les 3 acolytes qui aident Mulder, des conspirationnistes, et en fait les complotistes sortaient un petit truc pour rétablir la vérité sur certaines choses. Donc ils nous ont montré un espèce de petit journal. Voilà, après encore une fois, comme je vous dis, c'est exclusivement à destination des vrais fans, quoi, des gros fans, et pas des gens qui aiment sans plus. Moi je trouve ça plutôt sympathique d'avoir eu cette petite originalité avec les enveloppes, je trouve ça sympathique. Surtout que c'est sorti quand même un petit moment après la série, quand la série était un petit peu... T'es plus sur le devant de la scène. Alors faut pas que ça se pète la gueule. Deuxième série, mais je pense que vous le savez déjà pour la plupart. C'est que voilà, X-Files a quand même bercé mon enfance, moi qui aime beaucoup tout ce qui est paranormal et tout, j'adorais cette série. Et la deuxième série qui est arrivée derrière et qui a fait chavirer mon cœur, dirons-nous, c'est, je vous le donne en mille, Buffy. Et d'ailleurs, je les avais achetés le même jour, donc c'était mon petit cadeau de Noël que je m'étais fait. Donc ici, on est sur un fourreau, c'est chez le même éditeur, donc Huggin et Moonin. Il y aura également une enveloppe avec des petits goodies autour de la série, donc ça fait vraiment un bel objet. Et vous avez le livre qui est dedans, donc nous allons le prendre comme ceci, et on découvre la petite Buffy. Donc je les avais payés, pour pas vous dire de bêtises, 45 € le livre. Mais voilà, pareil, Buffy, qui est plus vraiment exploité aujourd'hui en termes de licence en France. C'est cool quand on retrouve des trucs. Alors encore une fois, la beauté de l'ouvrage. Enfin, je trouve qu'il est super. Donc encore une fois, on va être sur la naissance de Buffy avec une petite préface. Et ensuite, tout ce qui va avoir attrait, je pense, à cette saison de la série. Et ensuite, un petit peu les produits dérivés, parce qu'il parle également des comics. Les comics, comme vous le savez, qui sont sortis, sauf le dernier que je vous montre en book haul, qui est différent. Ils avaient sorti la saison 8, la saison 9 et la saison 10 en comics. Je ne sais pas si tout est paru en France, je ne les ai pas tous malheureusement. Vous avez par exemple, voilà, la carte de la ville de Sunnydale. J'essaye de vous chercher des petits trucs un petit peu pertinents. Donc il n'y a pas énormément de texte, ça se lit assez vite. Pareil, ça reprend un peu toutes les images de la série. Vous avez même un croquis du décor du bronze. En bas. Et j'aime bien un petit peu avec l'envers du décor sur toutes ces choses-là. On va revenir un petit peu sur sur l'ensemble de la série, vu les photos, c'est ça. Bon, j'ose pas trop vous montrer, parce que s'il y en a qui veulent encore aujourd'hui découvrir la série, donc j'ai pas envie de vous spoiler, même si je pense qu'il n'y a plus vraiment de spoil à l'heure actuelle. Voilà, fin de la saison 3, je ne vous dis pas pourquoi, comment, vous avez les croquis de la fin de cet épisode qui s'appelle La Cérémonie en français. Et comme je vous le disais, vous avez également une petite enveloppe à la fin. Donc l'enveloppe, déjà, je trouve qu'elle est stylée de ouf. Et c'est marqué le mythe de la tueuse. Texte magique et prophétie. Vous avez par exemple ceci. Alors ça, j'ai adoré. Quand je l'ai vu à la fin du livre, j'ai trouvé ça génial. Donc ça concerne la saison 7. Ils ont reproduit. Alors pour ceux qui connaissent la série, forcément, vous savez ce que c'est. C'est dans la saison 6. C'est un parchemin qui contient un texte écrit dans une langue de démon. Je trouve ça génial. Vous voyez, je trouve qu'il y a vraiment une originalité dans le truc. Là, c'est concernant la saison 2. Bon, après, le papier est assez... n'a rien d'exceptionnel, la qualité papier, mais bon. Je trouve que c'est bien que le livre ait fait un effort. Bon, ça concerne la saison 6, hein, avec la fameuse fleur qui va poser quelques petits problèmes à Willow et Tara. C'est des articles de journaux par rapport à l'épisode de la maison hantée dans la saison 4. Je me souviens plus. Il a eu le mot de Valios. Donc ça doit être une reproduction d'une des pages d'un grimoire dont se sert Giles justement pour savoir... pour venir en aide à Buffy. Ça c'est le dessin que fait la petite amie de Giles dans Un silence de mort dans la saison 4. Ça c'est dans la saison 3, quand il cherche des informations sur le démon sans bouche
qui apporte des petits soucis à Buffy. J'aime bien l'idée que, oui, c'est arraché. Ça, normalement, c'est écrit par Willow, et ça, c'est dans la saison 2. C'est le sort que va lancer Willow quand elle va commencer à devenir experte dans la sorcellerie. Vous avez également ceci qui est le plan du lycée, avec les différents étages et le rez-de-chaussée. Et ça, c'est dans le tout premier épisode, quand Giles explique l'histoire du vaisseau avec le maître. Donc ça, c'est au tout début de la série, donc c'est pas vraiment un spoil. Et ça va rejoindre, vous savez, les petites ombres chinoises du début. Quand en fait, ils vont découvrir les origines dans la saison 7. Vous avez tout le texte qui est lu par Dawn pendant la série, dans l'épisode 15 de la saison 7. Donc je trouve qu'il y avait vraiment une volonté, je pense que c'est vraiment une maison d'édition qui est faite par vraiment des passionnés et qui comprennent vraiment les fans derrière, qui apprécient ce genre de choses. Et je trouve que c'était quand même couillu, on va dire, de sortir ce genre d'ouvrage après la fin de la série, donc c'est sorti en 2012. Donc je me dis que voilà, une fois que la série ne fait plus autant recettes qu'avant et qu'elle passe un peu au second plan, prendre le pli quand même de sortir ça pour les fans, je trouve ça plutôt cool, alors que c'est des ouvrages qui sont un petit peu onéreux. Je trouve que 45 € pour un beau livre comme ça, moi je trouve que c'est pas excessif non plus, enfin, c'est que mon avis. Et pour terminer, on va revenir sur quelque chose de beaucoup plus classique. Alors celui-là, je pense que vous en avez entendu parler, mais je voulais vous le montrer parce que je trouve que c'est des livres assez beaux. L'auteur et illustrateur est hyper connu, a un talent qui n'est plus à reconnaître, hein, on le sait depuis très longtemps. Ça fait très longtemps que je voulais des livres de lui, les livres ont quand même un certain coût. Et du coup, je m'étais jeté sur ses dernières sorties, je pense que de ces dernières années. C'est Benjamin Lacombe, avec Histoire de fantômes du Japon. Donc c'était chez Édition Soleil. Et également Esprit et créatures du Japon. Donc déjà, vous avez tout le côté très toile, qui est absolument sublime. Alors, regardez, l'ouverture du livre est magnifique. Qui n'était pas très excessif, hein. Je crois que c'était 25 € le livre, ça allait encore. Et vous avez ce genre de choses avec un calque. Et ensuite, vous découvrez l'image derrière. Enfin bon, moi le style de Benjamin Lacombe, je suis complètement fan. Vous avez des doubles pages... que je n'ai pas encore lu d'ailleurs, c'est des ouvrages que j'ai pas encore lus, que je prendrai le temps de lire je pense. Donc vous avez Histoire de fantômes du Japon, Jeu de yokai, donc je pense que c'est les thématiques. Vous pouvez avoir des dessins beaucoup moins poussés bien évidemment, hein. Mais c'est toujours aussi sympathique. Bon, bien évidemment il faut aimer tout ce qui est un petit peu morbide, dirons-nous. On est quand même sur des histoires de fantômes, hein. Et même le papier est assez épais, c'est de qualité. Il a même repris, vous savez, ça fait un peu les anciennes images japonaises qui existaient. Je trouve ça superbe. Il y a vraiment une vraie ambiance qui accompagne le texte. Et oh là là, c'est l'image de couverture. Et du coup, il y a plein de petites histoires. Vous avez la femme de la neige, le fantôme à la tête coupée. Recouper le magasin de porcelaine hanté par la haine. Celle-ci aussi, elle est sublime. Cela par contre, je pense que, contrairement aux autres livres que je vous ai montrés, et je pense qu'ils sont peut-être plus accessibles aujourd'hui, ou alors d'occasion et peut-être chers, ceux-ci sont vraiment trouvables, hein, c'est pas un souci. Hein. Et celui-là, on était plus sur les esprits et créatures du Japon. Donc pareil, l'intérieur, moi je suis hyper fan. Mais il me semble... Oh, regardez ça, comme c'est beau. Et vous avez la petite madame qui est derrière. Ça se passe de commentaires, hein, moi je vous le dis. J'essaie de vous les montrer correctement. Donc vous avez celle-ci. Alors attendez, parce que je veux vraiment pas abîmer le livre. Vous avez cette illustration là. Vous avez celle de couverture. Vous avez... Alors attendez, hop. Celle-ci. Ah, attendez. Avec le petit renard, et vous avez celle-ci. Oh là là. Je me rappelle, ça fait 20 fois que je dis oh là là, mais je les ai déjà vus en plus, hein, je les ai déjà feuilletés, mais je tombe toujours sous le charme à chaque fois. Regardez, dès qu'on change de nouvelles, les pages sont absolument sublimes. Et il y a une citation derrière de Guy de Maupassant qui est « Quand nous sommes seuls longtemps, nous peuplons le vide de fantômes ». Et dans l'autre, c'est de Ambrose Bierce. Fantôme, signe extérieur évident d'une frayeur interne. Enfin voilà, je vous ai montré ça vite fait, je vous les montre pas plus parce que je pense qu'ils sont relativement connus. Donc voilà pour les petites pépites que je peux avoir dans ma bibliothèque.
Donc bien évidemment, la plupart, c'est un petit peu centré sur mes goûts personnels. Donc ça parlera peut-être pas à tous. Je pense que les 2 de Lacombe, vous pouvez les retrouver, également ceux du King. Par contre, pour Buffy et X-Files, je suis pas persuadé, j'ai pas vérifié. Pour l'historique, je pense que ça intéressera pas grand monde. Moi, je les ai trouvés sur Vinted, je l'ai pas trouvé en ligne, donc peut-être sur des brocantes ou ce genre de choses. Et pour les Clamp, malheureusement, c'est des titres qui viennent du Japon. Donc à part le South Side que j'avais trouvé moi sur un salon, et le North Side que j'ai pas qui est bleu, les 2 autres je les avais trouvés donc à d'époque, et c'était vraiment, il n'y a pas de traduction en fait, c'est vraiment les livres qui sont parus avant tout au Japon et qui ont été pour être vendus, c'est un petit peu des pièces rares. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, ce genre de truc. Je peux le faire de temps en temps. Alors ici j'ai d'autres thématiques en tête, je vais pas vous les dire maintenant, mais des vidéos un petit peu hors sujet. J'espère que ça vous aura donné des idées, ou au pire vous aura fait découvrir des livres d'une autre façon et que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. Sur ce, moi je vous dis à plus tard. Salut.